Bonjour tout le monde. De retour d'Abidjan, où j'ai passé de très beaux moments, une belle fête, comme vous l'avez vous-même vu. J'avais jamais eu autant envie de participer à une Coupe d'Afrique des Nations. Pour preuve, même celle de l'année dernière, c'était l'année dernière, non, au Cameroun, ou il y a 2 ans, je ne sais même plus trop. J'y ai pas été, j'ai pas, j'étais pas au Cameroun en ce moment et j'aurais pu être et participer, voir les matchs, mais non, je l'ai pas fait parce que je n'avais pas particulièrement envie. Je n'ai jamais eu autant envie de voir une Coupe des Nations, mais je sais pas pourquoi la Côte d'Ivoire, je me suis dit, ben, tiens, j'ai jamais été dans ce pays, et puis on va voir ce que ça vaut. Et Dieu merci, parce que c'est un moment qu'il fallait vivre. Un peuple d'une générosité, d'une hospitalité inégalable, inégalable. Beau pays, qui a des problèmes, qui a des problèmes. Moi, je me souviens par exemple, une fois j'étais dans le taxi, je discutais avec le taximan et on a parlé, je vantais le pays, je vantais vraiment le dynamisme du pays parce que bon, on sent qu'il y a de la richesse, on sent que les gens ont de l'argent, il y en a qui ont un peu trop, mais ils construisent et on voit qu'ils construisent. Pas qu'ils vont enterrer l'argent dans leur village à construire des maisons inhabitées. Non, là, on voit le dynamisme d'Abidjan. On voit la quiétude de Yamoussoukro. La beauté sobre de Bouaké. On voit ça. Et je dis, mais Ouattara, ben, c'est ce qu'on nous dit, que Ouattara, c'est la France, voilà, il a vendu le pays à la France, mais on voit qu'il travaille. Oui, mais, bon, on se met à vous dire, bon, voilà, machin, que son épouse, voilà, elle a ceci, c'est elle qui a ça, que Yango, le Yango de la Côte d'Ivoire, que c'est une mafia, il y a des pontes du pouvoir qui sont derrière, et eux, parce que les taximans, leur syndicat de taxis est en train de boycotter, et ils ont un mot de grève qu'ils ont suspendu le temps de la compétition. Oh là là, quel civisme, un civisme qui est justifié par le fait que le pays n'a pas abandonné complètement le peuple. Donc, ils vont remettre une couche parce que, effectivement, apparemment, bon, on sait que les Russes de Yango, c'est pas des enfants de cœur. On ne sait pas trop comment est-ce que ça se passe. Mais une partie du peuple n'est pas content. Monsieur Ouattara n'est pas si populaire que ça. Mais tout le monde reconnaît qu'il travaille. Les gens reconnaissent même que Ouattara travaille plus que Gbagbo. Mais Gbagbo était populaire. Gbagbo, c'était un bon vivant. Ça, il aimait la vie. Il aimait même la petite. Gbagbo, c'était le bon politique, l'homme politique qui bavarde beaucoup, mais qui travaille peu. Gbagbo, c'était un petit feignant. Gbagbo, c'était un peu l'équivalent de Chirac en France. Quelqu'un qui a la bonne vie, qui aime le paraître, on l'aime bien. Mais quand tu vas demander, bon, le bilan, c'est quoi? Non. Gbagbo n'a pas fait grand-chose. Ouattara bosse. Bon, il paraît qu'il vole aussi. Qui ne vole pas? Qui ne vole pas? Tu voles, mais tu travailles. Au Cameroun, on vole
et on ne travaille pas. C'est ça la différence entre la gouvernance de Alassane Draman Ouattara et celle de M. Paul Biya. Paul Biya vole tout, ne donne rien au peuple. Ouattara vole certainement, mais construit les routes. La Côte d'Ivoire est construite, les routes sont construites. Là où passe la route, le développement suit. On connaît la théorie. Une seule autoroute doit à Yaoundé dépasse Paul Biya. Mais il est toujours en train de nous faire des discours, des prévisions, des machins trucs. C'est-à-dire que c'est incroyable ce que les gens qui dirigent le Cameroun ont copié leur mentor, leur maître, qui est M. Paul Biya. Car ce n'est plus lui qui dirige, on le sait. Et ils reproduisent les mêmes bêtises. En oubliant une chose, c'est que quand Paul Biya était encore réellement aux manettes et qui nous racontait des bêtises, année après année, le contexte n'était pas le même que maintenant. Il y avait encore un peu l'argent dans les caisses. Ils pouvaient donner encore un peu. Les gens n'étaient pas encore au bout de leur résilience. Le contexte n'était pas le même. Aujourd'hui, nous sommes dans une tension sociale, économique, avec un environnement international qui donne des envies de faire comme ailleurs. Qu'on le dise, qu'on ne le dise pas. Il y a beaucoup de gens qui se disent pourquoi ce qui est arrivé chez le voisin ne nous arrive pas. Ça, c'est le contexte d'aujourd'hui. Qu'on n'avait pas il y a 10 ans. Quand ils nous mentaient et on croyait. Quand chaque 10 février ou 11 février, ils venaient raconter que la jeunesse est montée, c'est descendu, voilà, gardez espoir, je fais ceci, je fais cela et tout. Aujourd'hui, M. Paul Biya, 95 ans, s'adresse aux jeunes. Mais c'est quand même un peu curieux, non? C'est quand même un peu curieux qu'un homme de 95 ans s'adresse aux gamins de 18 ans. C'est curieux. Et il s'adresse comment? En disant quoi? En inventant quel autre mensonge? C'est à se dire que ces gens qui aujourd'hui gouvernent par effraction, par usurpation, parce qu'on sait que Paul Biya ne gouverne plus. Paul Biya ne gouverne plus. Il n'en a plus les capacités. Et les autres usent de ce que ce pays, Dieu a abandonné le pays. Sous prétexte que la constitution, la démocratie, il est voté, machin, truc là. Les gars utilisent donc cet alibi pour être dans l'anti-constitution, l'anti-démocratie. Signer à sa place, prendre des décisions à sa place, lui faire raconter des bobards. Parce que c'est lui qu'on met devant. Quelle souffrance. Quelle souffrance. Pour tout l'or du monde, je ne souhaiterais à personne une telle souffrance. Un homme qui est devenu une marionnette, dont on se sert juste.
Et le peuple observe, le peuple attend, le peuple accepte même. Pour qu'on nous raconte du n'importe quoi. Parce qu'on va écouter un peu ce fameux discours, des extraits. J'ai juste pris des extraits que nous allons écouter. Et nous allons l'analyser, point par point. Mes chers jeunes compatriotes, J'espère que vous entendez. j'éprouve toujours le même plaisir, la même émotion, en m'adressant à vous, comme il est de tradition, en cette veille de célébration de cette fête. Vous me dites si vous entendez, hein, si le volume est bon. Cette occasion a toujours été pour moi un moment important, un moment privilégié, l'occasion idéale de réfléchir avec vous sur des questions qui sont au cœur de vos préoccupations et de vos aspirations. Elles ont trait, comme chez tous les autres jeunes du monde, à votre éducation, à votre insertion sur le marché de l'emploi, à votre participation à la construction de notre pays, ou tout simplement à votre avenir. Chacun de vous a ça. Donc, on va juste avoir l'audio. Continueront d'être au centre de mes priorités et partant de l'action gouvernementale. Mes chers jeunes compatriotes, avant d'aborder ces questions structurelles, je voudrais évoquer deux sujets relatifs à l'actualité récente et qui, je le sais, vous tiennent particulièrement à cœur. Au moins, vous avez été certainement déçus par l'élimination précoce de nos lions indomptables lors de la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue actuellement en Côte d'Ivoire. Je vous félicite d'être resté digne dans la défaite, comme vous l'avez été tant de fois par le passé dans la victoire. Je puis vous assurer que nous reprendrons le combat et que nous vaincrons encore. Après tout, comme vous le dites si bien, dans une formule dont vous seul avez le secret, nous sommes le continent. Alors, là, des gens s'arrêtent à cette partie du discours. D'ailleurs, c'est par ça que les gens qui nous dirigent, parce que moi je dis encore, hein, moi je ne parle pas de M. Paul Biya, parce qu'il ne dirige plus. Mais les gens qui nous dirigent ont compris que le peuple camerounais aime bien son opium. L'opium du peuple camerounais, qui est le football. Et ils nous parlent du football, ils nous parlent de l'échec des Lions indomptables et que ils vont tout faire, on va tout faire, on est très fort et on va revenir en force. Je n'aime pas trop comment, puisque l'État camerounais n'a jamais vraiment mis les moyens pour développer le football. Les victoires que nous avons eues sont un peu les victoires, s'il y a quelqu'un là-haut, du hasard, comme tout ce que vous voulez, c'est qu'à une époque, on avait des talents parce que il y avait de l'espace pour jouer, il y avait une organisation scolaire qui fait que, voilà, par les jeux au sucre, le fait qu'il y avait de l'espace, les gens jouaient, et puis dans les années fin 90, début 2000, il y a eu des académies, encore des académies, il y a eu deux, il y a eu les brasseries et puis KSA, qui a permis de former quelques gros talents, et on les connaît tous, les Mbami, les Djemba, Eto, Njitap et consorts. Bon, donc c'était la génération dorée. Mais tout ça, que ce soit les brasseries, que ce soit KSA, ce n'est pas l'État. C'est pas ces gens-là qui écrivent les discours et font lire ça à un grand-papa ou un arrière-grand-papa 95 ans qui doit se reposer. On lui fait lire une bêtise. On lui fait lire une bêtise. L'État n'a jamais mis en place une politique sportive permettant justement au Cameroun d'être la nation sportive footballistique qu'elle a été. Et vous prenez quelque sport que ce soit, ce n'est pas le fruit d'une vraie politique sportive camerounaise. Il n'y en a jamais eu. Il n'y a jamais eu.
de politique sportive au Cameroun. Les Camerounais naissent simplement comme ça avec des talents et avec, grâce à cette immigration dont il va parler, vous dites que les gens partent, vous partez où, alors que vous, pendant que vous partez, les autres veulent venir chez vous et tout. Non, parce qu'effectivement, les gens partaient pour là-bas développer les aptitudes innées qu'ils ont. C'est le cas des basketteurs, Embiid ou Siakam. C'est le cas des tennisman, Yannick Noah, qui est parti en France. C'est le cas de Ngannou, qu'il a même d'ailleurs cité. Et puis, c'est-à-dire que la honte n'est pas camerounaise, hein, c'est-à-dire que vraiment, ou c'est la honte, ou c'est la bêtise, le manque de honte, ou alors c'est simplement la bêtise, pour citer Ngannou comme un exemple d'un Camerounais qui a réussi. Mais vous dites que il faut pas partir. Il faut rester. Bon, déjà, vous donnez vite les passeports aux gens pour pouvoir partir, non? Puisque j'ai appris que maintenant, même en 72 heures, tu as un passeport. C'est pour dire qu'il faut partir. Puisque ce qui doit même te faire rester, c'est la carte nationale d'identité. C'est plus compliqué à avoir que ce qui te fait partir. Mais il vient nous dire que ils viennent, parce que ce n'est pas lui. C'est sa femme et puis ses gars, là-bas au palais, qui écrivent des discours à la con. Donc, ici Ngannou. S'il y a même justement un exemple qu'il ne faut pas prendre, c'est Ngannou. Mais ici Ngannou. Donc, il nous parle du football, du sport, qui, n'a jamais développé un pays. Le sport contribue à l'épanouissement d'un peuple, au bonheur d'un peuple, comme on voit en Côte d'Ivoire là, depuis hier, ou même depuis leur victoire contre le Sénégal. Oui, mais n'oubliez pas que même la victoire des Ivoiriens là, hein, c'est le temps nécessaire pour rester focus sur un événement joyeux qu'on vient d'avoir, qu'on appelle une victoire à la Coupe d'Afrique des Nations. Mais, très rapidement, le quotidien des Ivoiriens va les rattraper. Et ce qui est normal. La France a connu ça en 98, où on avait cru que le racisme est fini, black, beurre, machin, truc là, que dalle. Faut pas qu'on se trompe. On ne développe pas un football, une nation par le sport. Peut-être avec aussi le sport. Ou même la gestion du sport, un témoin de la gestion globale. C'est un marqueur. Mais ce n'est pas la variable explicative du développement d'un pays. Et quand dans le discours sérieux d'un chef d'État d'un pays qui est à la ramasse, où la crise économique est à son paroxysme, vient et commence par le football, que je sais que machin truc et tout, mais qu'est-ce qu'on a à foutre si certains Camerounais pleurent, ont même fait la grève de la faim, ou même se sont suicidés parce que les lions indomptables ont d'aime. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Et c'est par ça qu'il commence son discours. Non. C'est que ces gens-là, ils sont hors sol, ils sont incompétents et ils sont méchants. Et on va continuer. La victoire n'est toutefois pas le fait du hasard. Elle exige certes du talent, mais aussi du courage, de la discipline, de l'organisation et un travail acharné. Voilà certainement le secret de notre compatriote, Francis Ngannou, qui a émerveillé le monde entier lors de son premier combat de boxe anglaise. Je sais l'importance que vous accordez au football. L'État, dans le contexte difficile qui est le nôtre, consent de lourds sacrifices financiers à cet égard. Il est donc en droit d'exiger une meilleure organisation et de meilleurs résultats. Nous allons y veiller.
le gouvernement et tout particulièrement le ministère en charge des sports ont reçu des instructions claires sur le sujet. Instructions claires sur le sujet. Un pays des instructions. Toujours sur haute instruction. Le ministre des Sports. Monsieur Moël Kombi. Voilà. Il va faire quoi? Il va faire quoi? Il a peut-être eu les instructions pour maintenant mener officiellement et avec l'adoubement de ceux qui dirigent le pays, de combattre son meilleur ennemi. Le président de la Fédération camerounaise de football est office. Car on sait que les deux là, ils ne peuvent pas aller voir la même petite. Hein? Non, pas possible. Même deux petites mais qui sont des sœurs ou des complices, ils ne peuvent pas. Hein? Voilà. Mais sinon, en dehors de leur combat, des gens d'en haut, qu'est-ce que ça va apporter au football camerounais? Ils vont mettre des millions pour organiser le football camerounais, pour détecter les talents. Ils ont créé l'ANAFOOT. L'ANAFOOT, la sorte d'académie nationale pour le football. Comme on sait toujours au Cameroun, dès qu'on crée quelque chose, une structure publique, c'est le NDEM, une fois. L'ANAFOOT, depuis qu'elle existe, elle a déjà quand même, je pense peut-être 5 ans, ou au moins 4 ans. On a entendu qu'il y a Simon Adingra, ce jeune talentueux footballeur ivoirien de numéro 24, qui a participé grandement à la victoire de son pays. Un gamin qui tourne autour de 20 ans, qui joue à Brighton. L'ANAFOOT a créé ou bien a permis d'éclore combien de talents? Combien de gars sortis de l'ANAFOOT du Cameroun étaient là-bas en Côte d'Ivoire? Combien? Peut-être vous allez me dire que Wilfried Nathan Douala, le danseur attitré de l'équipe nationale du Cameroun, le meilleur danseur du monde, qui est repris aujourd'hui dans tous les TikTok et autres de moquerie du monde entier, parce que c'est ça qu'on sait faire maintenant. Peut-être que lui, il est sorti de là-bas. Si c'est ça, on comprend donc ce que c'est que l'ANAFOOT. Mes chers jeunes compatriotes, le secteur de l'éducation représente depuis des années la plus grande part du budget de l'État. C'est dire l'importance que les pouvoirs publics attachent à votre éducation. Au fil des années et à tous les niveaux de notre système éducatif, de nouvelles infrastructures sont construites, de nouveaux enseignants formés et des plus grande part du budget de l'État. C'est dire l'importance que les pouvoirs publics attachent à votre éducation. Ah bon? Monsieur Paul Biya, on lui fait dire que l'État attache la plus grande importance à l'éducation. Ah bon? Peuple camerounais, jeunesse camerounaise, dont l'État camerounais attache une plus grande importance à son éducation. Comment ça? Ne sommes-nous pas au courant de ce que il y a encore des endroits au Cameroun où les gens font l'école sous l'arbre, des établissements scolaires, même dans les grandes villes du Cameroun, où il n'y a pas de banc, des universités, où quand vous voyez même l'état dans lequel, l'état dans lequel les enseignants et les étudiants, par
partagent les connaissances. Donc, le fait de multiplier les établissements scolaires, les établissements universitaires, où on va transformer un lycée en établissement universitaire, où il n'y a pas de conditions décentes de travail, où l'électricité manque, l'eau manque, donc il n'y a pas de véritable laboratoire. Une formation scolaire et universitaire qui a dégringolé complètement. L'accès à la connaissance, à la bonne connaissance, ne se faisant plus que dans des établissements privés, donc coûteux. Les établissements publics étant devenus, en fait, des laissés pour compte. Quand vous voyez les conditions de travail des enseignants universitaires, on peut s'imaginer ce qui se passe dans les établissements scolaires et primaires. Comment l'État peut attacher une importance particulière à l'éducation quand ceux-là, censés transmettre la connaissance aux apprenants, c'est-à-dire les enseignants, sont embastillés, sont bastonnés, sont menacés. On leur interdit même le droit de grève. OTS et les autres mouvements, on sait. Un pays, un État qui fait tout pour abaisser le niveau d'éducation. Le seul État au monde où le ministre de l'enseignement supérieur a au moins 20 ans de portefeuille. 20 ans. Avec une promotion des enseignants qui est volontairement politisée. Le seul pays au monde où le ministre de l'enseignement supérieur préside les sessions de promotion des enseignants universitaires. C'est lui qui décide qui va être professeur et qui ne va pas l'être. Qui va changer de grade d'assistant à chargé de cours, de chargé de cours à maître de conférence, de maître de conférence à professeur titulaire. C'est le ministre de l'enseignement supérieur qui décide dans une session finale où toutes les commissions qui ont fait le travail technique, académique, présentent maintenant tous les lauréats, entre guillemets. Mais vous ne devenez lauréat définitif qu'à la faveur d'un adoubement du ministre de l'enseignement supérieur, M. Famendongo. Vous comprenez donc que si vous êtes un enseignant étiqueté opposition, vous ne serez jamais gradé à l'université. Si vous êtes étiqueté opposant, et puis on sait qu'il y a opposant, l'opposant d'un parti satellite du FDPC, ce n'est pas la même chose que l'opposant de la vraie opposition. Or, on a le droit d'avoir des avis et même d'avoir une appartenance politique. De manière comparative, en France, le ministre de l'enseignement supérieur, on ne le voit jamais dans les sessions de changement de grade. Jamais. Il n'y est pas. Les sessions sont présidées par la commission de la discipline. Et cette commission de la discipline
est constitué de membres dont le tiers est nommé par le ministère. Les 2 tiers, ce sont des enseignants votés par leur père, les enseignants universitaires. Donc, 2 tiers des membres d'une commission d'évaluation des candidats d'une discipline précise. Les 2 tiers n'ont rien à devoir à la hiérarchie politique, puisque le ministre, c'est le représentant politique. Et donc, il ne peut pas avoir de conflit d'intérêt. Parce que le tiers ne peut pas primer sur les 2 tiers. Et ça a été fait volontairement pour que la science reste indépendante du politique. Au Cameroun, tous les membres d'une commission sont désignés par le ministre de l'Enseignement supérieur, M. Famin Dongo. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, M. Paul Biya a mis en place une politique consistant à maîtriser l'intelligence de ce pays, du Cameroun. L'intelligence est centralisée, est modélée, est modulée pour faire ce que le pouvoir veut. C'est pour ça que vous voyez tous ces professeurs Sakodo qui ne mouftent pas, qui ne prennent pas des positions fortes sur la gouvernance bancale du pays. C'est comme ça que ça se passe. Donc nous sommes dans une dictature très subtile. Monsieur Paul Biya, il a su mettre son intelligence à la bêtise. C'est tout. Comment je fais pour conserver le pouvoir en matant tout le monde? Ben, il faut promouvoir que les médiocres. Puisque le médiocre, il sait qu'il arrive là par contorsion digne de la mafia. La mafia d'un pouvoir reptilien qui veut s'éterniser au pouvoir par tous les moyens. Mais il faut donner l'impression d'être. D'où vous allez voir des personnes comme Mwele Kombi. Mwele Kombi qui est professeur Mwele Kombi. Mais Mwele Kombi ne peut pas faire un discours. Regardez bien. Regardez bien. Monsieur Mwele Kombi, professeur de son état, c'est-à-dire intellectuel, ne peut pas faire un discours, il ne va pas prononcer le nom de Paul Biya 10 fois. Chaque phrase doit avoir Paul Biya. Comme le chef de l'État a dit, comme machin, tout même, il faut pas qu'on leur donne ce mot d'ordre. C'est-à-dire que même les ministres Toto, qui n'ont pas été à l'école, et les ministres, soi-disant, les plus, ils ont fini le tableau. Ils vont, comme le chef de l'État, mais quel chef d'État? Un chef d'État qui a un bilan aussi catastrophique. Donc quand on parle de notre président à l'étranger, c'est toujours en termes de moquerie. Est-ce que vous savez que sur la chaîne NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, qui monte en puissance, chaîne privée qui, là aujourd'hui, explose, dans l'émission post... Non, ils étaient encore en train de célébrer la victoire.
Et ils ont parlé de Max Gradel. Max Gradel, qui est donc ce joueur le plus ancien des éléphants, attaquant, qui a participé à la victoire de son pays et qui est le vice-capitaine. Et d'ailleurs, c'est à lui qu'on a remis le trophée. Donc, quand on faisait le commentaire, on fait le commentaire sur lui, le journaliste a dit que Max Gradel est, bon, je n'avais pas entendu ça, bon, mais apparemment, c'est dans leur milieu ivoirien, on l'appelle Paul Biya. Le petit nom de Max Gradel, maintenant là, dans la sélection ivoirienne, son petit nom c'est Paul Biya. En référence au fait que il est le plus ancien, il a le titre foncier là, il est là depuis, parce que c'est le plus ancien, il a disputé peut-être 7 canaux, machin truc là. Donc il est là. Entre nous. Voilà donc les références de notre pays. Puisque le chef de l'État d'un pays est la représentation du pays, le chef de l'État, c'est toute une institution. Donc, on ne peut parler du Cameroun maintenant que sous forme de raillerie. Soit, c'est maintenant qui rentre, c'est un salopard. Bon, on va me dire, bon, oui, c'est le même monsieur, le chef de l'État qui met tous les moyens, machin, tout et tout ça. Cet anglophone-là, lui-même, je crois que c'est un gars du RDPC. C'était à l'occasion de la Coupe des Nations qui s'est déroulée chez nous. Puis il parlait que le Portugais, donc il parlait de Conceição. On est là, machin, truc, le chef de l'État met les moyens, machin, truc, il vient, il fait le truc, il fait les bêtises, il n'aligne pas les meilleurs joueurs et tout, qui rentre, c'est un salopard. Quel moyen? Quel moyen? Le chef d'État a mis les moyens, et puis il fait les moyens du chef de l'État. Qu'est même cette conception villageoise de la République? Le chef d'État, il a l'argent. Pour dire que le chef d'État met les moyens. Mais quels moyens? Donc si ce n'est pas ça, c'est un kior. Un footballeur qui passe son temps à faire des danses bizarres, à cogner sa tête. Quand il a fini de cogner sa tête là, il aura quel équilibre pour aller jouer, pour faire ce que Simone Adingra nous fait sur le terrain. C'est quelle malchance ça? Donc, si ce n'est pas des exemples comme ça là, on vient nous dire maintenant, quand vous parlez de votre président, moi je suis allé au Rwanda, un vendeur là de bijoux, il se moquait de moi. Ben, votre président là, dis donc, lui, il est solide, hein, il ne veut pas partir. Hein, même Dieu ne l'appelle pas. Hein, maintenant on nous dit que Max Gradel, son nom c'est Paul Biya. Vous avez donc des intellectuels comme Aboya Manasseh. Aboya Manasseh. Professeur Sakodo de Famendongo, qui se retrouve à Edea en train de soutenir le mouvement d'une association qui dit que Paul Biya doit se représenter en 2025. Aboya Manasseh. Vous voulez qu'Aboya Manasseh pouvait être professeur dans le système français. Puis c'est dans le système camerounais. C'est le ministre qui dit qui va être professeur, qui ne va pas être professeur. Et comme lui, il est du RDPC, il chante Paul Biya, Ayop, 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 il devient professeur. Il peut être professeur en France. Donc il va donc enseigner quoi? Le Ayop, Ayop, Ayop. Il va enseigner, je ne sais pas trop pour faire de quoi il est, si c'est de sciences politiques, machin, tout là. Donc il va enseigner aux étudiants de lyrique. Comment Au fil des années et à tous les... Paul Biya, c'est le maître politique de l'autre là qu'on n'entend même plus beaucoup. Misanga Nyamding. C'est ça qu'il va enseigner là-bas aux étudiants de lyrique qui vont devenir des diplomates, qui vont venir nous faire la diplomatie du silence.
Oh. Continuez à écouter. Au niveau de notre système éducatif, de nouvelles infrastructures sont construites, de nouveaux enseignants formés et déployés. Les programmes sont régulièrement révisés afin d'aller toujours plus loin dans la professionnalisation des enseignements. Notre objectif étant en effet de parvenir à une meilleure adéquation formation-emploi. J'ai instruit le gouvernement à cet égard de mettre en place un mécanisme compétitif de développement des compétences. C'est le sens du projet d'appui au développement des enseignements secondaires et des compétences pour la croissance et l'emploi. Ils ont des termes, de financer la formation initiale et continue programme des de travailleurs. machin, de la croissance et Il de vise l'emploi. également à renforcer les capacités des acteurs de l'économie sociale et du secteur informel où se concentrent de nombreux jeunes. J'ai également prescrit la réduction des frais de scolarité dans les centres de formation professionnelle d'excellence. Ces frais sont passés de 500 000 francs CFA à 50 000 francs CFA dans l'optique de permettre au plus grand nombre de jeunes d'accéder à une formation de qualité. Outre l'entrée en service du tout nouveau Centre national de formation des formateurs et de développement des programmes, il me plaît de noter celle des centres d'information et d'orientation professionnelle à Maroua, Gandere, Yaoundé, Douala, Bamenda et Bafoussam. Désormais, les jeunes en quête d'emploi pourront y être édifiés sur les opportunités diverses qu'offre le marché du travail. Voilà. On crée des trucs, des centres d'information, de machin trucs et tout, dont les jeunes, venez là, on vous renseigne sur ce qu'il faut faire, comment faire, où faire, et ainsi de suite. Vous allez voir que dans ces centres-là, où il y a des bâtiments déjà construits, il n'y a rien de particulier. Mais quand on veut déjà vous sortir l'ardoise de la construction de ces bâtiments, le personnel qui est employé gagne même combien? Est même renseigné comment? Combien? Quel outil informatique? Les ordinateurs, la connexion Internet, le machin truc, qu'il y aura là. Allez voir. Et vous viendrez me dire. Et finalement, pour informer sur quoi? Est-ce que c'est sorcier pour savoir si l'économie camerounaise est dynamique? Si il y a des entreprises publiques, parapubliques, dignes de ce nom? S'il y a ça, on n'a pas besoin, c'est pas sorcier. On connaît les entreprises du Cameroun. Les entreprises privées, ben, on sait qu'elles battent de l'aile. En partie parce que on a au Cameroun une mentalité, un employeur, il est là pour esclavagiser ses employés. Il mène un train de vie de Saoudien. Mais à peine, il donne 100 000 francs à ses employés. Et même, ces 100 000 francs-là, il faut même que ça tombe tous les mois. Vous allez faire quoi? Vous allez à l'inspection du travail, ça va donner quoi? Puisque lui-même là-bas, c'est lui qui connaît tous ces gens à l'inspection du travail, les avocats et tout ça là. Vous perdez votre temps, vous vous découragez et vous cherchez la route du désert. Là, on est dans du pragmatisme. Tous ces discours de ces gens-là, on connaît ça. Ça, c'est de la théorie. Donc, sur le papier, voilà ça. Mais en pratique, le Cameroun n'offre rien. Le Cameroun n'offre rien à personne. Le Cameroun n'offre rien. Tout ça, c'est du pipeau. Ça ne sert à rien. C'est juste encore des niches financières pour voler de l'argent en disant qu'on a mis en place des structures pour informer. Vous informer sur quoi? Au Cameroun, c'est de l'informel qui existe. 80% au moins de l'employabilité au Cameroun est informelle. Bon. Quand on est dans l'informel, ces centres-là sauront même que quoi existe. L'informel, c'est l'informel. Ça veut dire que c'est ni vu ni connu de personne. Il y a bien eu des histoires de l'équivalent de Pôle emploi au Cameroun. Ça a donné quoi?
On est toujours dans du superficiel, dans du discours et rien de pratique, de concret. Mes chers jeunes compatriotes, en plus du recrutement chaque année d'un nombre significatif de jeunes dans la fonction publique, l'État multiplie les initiatives visant à stimuler la création d'emplois dans le secteur privé et encourager l'auto-emploi. Mes chers jeunes compatriotes, répondre aux préoccupations de la jeunesse a toujours été au cœur de mon engagement politique. Sous ma direction, le gouvernement s'y emploie avec constance et détermination. Et je tiens toutefois à dire que notre jeunesse ne saurait tirer pleinement avantage des opportunités qui lui sont offertes si elle ne s'approprie pas pleinement les valeurs civiques et morales qui sont le socle de la vie en société. Le goût de l'effort, l'intégrité, le patriotisme, la tolérance, le civisme, le respect des lois et du bien public en font partie. Nous sommes tous aujourd'hui témoins de... Reprenons un peu cette partie-là, parce que je vais la commenter, elle est intéressante. Enfin, elle est intéressante. Politique. Sous ma direction, le gouvernement s'y emploie avec constance et détermination. Et je tiens toutefois à dire que notre jeunesse ne saurait tirer pleinement avantage des opportunités qui lui sont offertes si elle ne s'approprie pas pleinement les valeurs civiques et morales qui sont le socle de la vie en société. Le goût de l'effort, l'intégrité, le patriotisme, la tolérance, le civisme, le respect des lois et du bien public en font partie. Alors, je n'ai pas tout retenu, mais là on a parlé le civisme, la tolérance, le respect, le goût de l'effort, le patriotisme. Vous voyez, il y a des notions comme ça là. Monsieur Paul Biya, dites-moi un peu. Est-ce que raisonnablement, on peut vous considérer comme un homme patriote? Qui a le goût de l'effort, du travail bien accompli, qui a la tolérance et le respect de l'autre des institutions. Comment ça? Puisque vous êtes l'homme le plus puissant de la planète, vous avez concentré tous les pouvoirs dans un pays. Vous avez le droit de vie ou de mort sur chacun des citoyens camerounais. Si vous dites là que maintenant toi, je finis avec toi, on te tue, on va te tuer et rien ne se passera. Si vous décidez de mettre fin au vol, à la gabegie, au détournement, ça va prendre une seconde. Si vous dites là que bon, chers compatriotes, je vous ai souvent menti. Maintenant, là, quelqu'un qui vole, puisque le voleur n'est pas patriote, n'est pas doté d'un esprit civique, n'a pas le goût de l'effort, puisqu'il vole au lieu de travailler, ne respecte pas les institutions, puisque c'est l'argent public qui vole. Donc, tout ce que M. Paul Biya a dit là, dans cette partie, se résume à une seule chose. Zéro vol. Zéro détournement de fonds. Or, Paul Biya, tout son magistère, sa fameuse rigueur et moralisation qu'il nous a vendue en 1982, ce n'était que la fémania. Puisque on n'a jamais autant volé dans un pays qu'au Cameroun. On n'a jamais autant détourné les fonds publics qu'au Cameroun. On n'a jamais ne pas respecté la loi qu'au Cameroun. J'en veux pour preuve l'affaire Bobda et l'affaire Martinez-Zogo. Les gens qui ont volé l'argent du Cameroun, en tête de liste, Louis-Paul Motazé, ministre de M. Paul Biya.
voler l'argent jusqu'à venir à l'Assemblée nationale, se moquer du peuple en disant, vous dites que les Blancs viennent chez nous pour acheter les entreprises. Quand maintenant, on va chez les Blancs acheter une entreprise, vous commencez à marcher, un truc et tout ça, pour justifier pourquoi il a pris notre argent pour donner à son acolyte, c'est Jean-Pierre, non? Amougou-Belinga. Sous prétexte que la télé des Blancs et tout. Paul Biya ne savait pas que son ministre est en train de mentir. Que Télé Sud, là, ce n'est pas la télé des Blancs. C'était une télé foireuse, entre les mains même d'autres entités africaines ou machin, truc là, que les Blancs. Vous avez entendu qu'un Français regarde Télé Sud. Un Français. Même les Africains en France ne regardent même pas Télé Sud. Ils sont partis faire un trafic là pour détournement de fonds, prendre une fausse télé avec notre argent. Les Blancs, on peut maintenant prendre l'argent de la télé chez les Blancs. La télé, elle est où? Ils n'ont pas revendu ça à un franc symbolique. Et les milliards qui ont été sortis des caisses sont où? Quand M. Paul Biya demande donc à la jeunesse d'être vertueuse, civique, respectueuse, aimant le goût de l'effort. Lui-même, quel effort il a fait? Quel effort Paul Biya a fait en 42 ans? Jusqu'à Kamer n'existe plus. Je ne parle pas de Kamer qui était un faux truc. Kamer n'existe plus. Amadou Ahidjo a laissé à Paul Biya une compagnie aérienne qui était déjà allée à Londres, qui allait à Paris tout le temps. qu'en temps normal, aujourd'hui, Kamel sera en train d'aller à New York, à Washington, à Los Angeles. Normalement. Parce que quand on crée Kamel à l'époque, les Éthiopiens n'avaient pas une compagnie aérienne. Ethiopian Airlines n'existait pas. Kenya Airways, je ne sais même pas si ça existait ou est-ce que ça allait. Quand Amadou Ahidjo nous dote d'un combi, on partait déjà à Paris. Aujourd'hui, même pour quitter Douala pour Yaoundé, c'est seulement la sorcellerie. En avion. Je ne parle pas de Ngaoundéré. La sorcellerie. On ne parle même pas ici là à Dakar ou à Abidjan. Mais Air Sénégal vient au Cameroun. Air Ivoire vient au Cameroun. Le goût de l'effort. Paul Biya alors, Paul Biya fait quel effort? En 42 ans. Quand on voit l'état du Cameroun, si Paul Biya était un médecin que je suis, si Paul Biya était un médecin, et que le Cameroun, c'est l'hôpital, et les Camerounais sont les malades entre nous, ou les potentiels malades entre nous, qui voient la mort et ne fuient pas la mort. C'est que les Camerounais n'ont pas déjà fui le docteur Paul Biya. Ramenons la gouvernance de Paul Biya à celle d'un hôpital. L'hôpital Jameau. Oui. Paul Biya, c'est l'hôpital Jameau. Hein? Vous avez un doute? Ou même ça. Bon, je n'ai même pas fait. Il faut quand même que il faut que ça soit immortalisé sur mon truc. Hein? Laissez-moi un peu ressortir l'histoire de l'hôpital Jameau là. Qui m'a envoyé ça où est? Qui m'a envoyé ça où? Ah ben voilà. Non, je ne veux pas partir, c'est à partir de votre... Parce que quand m'a envoyé un truc là, mais là c'est...
Je ne vais pas moi faire la promotion de votre Zumanto. On m'a envoyé un lien de Zumanto. Il est seulement spécialiste pour les images chocs comme ça là. Parce que ça lui fait de l'argent. Ouais. Votre Zumanto, il s'est spécialisé pour balancer les faits divers sur l'hôpital. Il a été incapable de parler de ma dénonciation de la mauvaise formation des étudiants et de la cabale que j'ai subie de la part de ce Paul Biya qui parle de l'effort, faire l'effort, il faut être respectueux. Lui-même, il respecte les institutions. Paul Biya respecte les institutions. Tu respectes les institutions et puis un citoyen t'envoie un dossier où il te dit que l'homme que tu as nommé, puisqu'au Cameroun, on nomme les recteurs. C'est qu'il y a encore une autre fémania de M. Paul Biya. Il nomme les recteurs. Alors que les recteurs, normalement, sont votés par leur père. Il nomme les recteurs. Toujours, ça participe à tenir l'éducation. Il faut tenir l'éducation. Puisque les recteurs, c'est quand même les chefs des établissements où on décide l'enseignement. Mais il faut les tenir. Le ministre là-bas, il contrôle qui va devenir professeur. Le recteur, il est le chef de la police là, il mate. Les gens, ils peuvent te convoquer pour te faire tuer. Et Magloire Ondoa a voulu me tuer. Pour avoir fait une dénonciation citoyenne que Zumanto a refusé de relayer. Paul Chouta a refusé de relayer. Et tous les autres gens là ont refusé de relayer. Maintenant vous pleurez là que Jamo, il n'y a pas le... Il n'y a pas l'électricité, il n'y a rien, machin, tout. Vous pleurez quoi? Faut pas pleurer. Ou encore vous pleurez que à l'hôpital gynéco, le bébé qui est venu, polytraumatisé, pas de prise en charge, et on voit une jeune médecin, je pense, qui se met à faire semblant d'ausculter un bébé dehors, porté par son vêtement. Tout ça là, c'est Paul Biya. C'est Paul Biya. Je suis désolé. Et il s'en fout de vous. Il s'en fout de vous. Paul Biya s'en fout de vous. Il n'en a rien à cirer. Les Ngongo. Les Chantou. Elle a fini de faire ses gesticulations sur TikTok et tout ça là, sur Instagram, pour s'occuper de vous. Mais qu'est-ce qu'ils ont à cirer au fait qu'un hôpital... Mais vous parlez de Jamo, vous pensez que c'est la première fois. Hein? Vous connaissez le nombre de fois où dans les hôpitaux du Cameroun, les chirurgiens ont fini les opérations avec les torches. Torches. Dans un pays où un chef d'État vient vous faire un discours de Féman, il vient vous dire, c'est un truc, la jeunesse d'aujourd'hui, il faut être discipliné, il faut être respectueux des institutions, il faut avoir l'amour du travail. Amour de quel travail? Quand il n'y a pas de travail. Tu demandes à quelqu'un qui n'a pas de travail d'avoir l'amour du travail. Ça a commencé comment? Quelqu'un n'a pas le travail. Tu lui dis d'avoir l'amour du travail. Un hôpital n'a pas le groupe électrogène. Et quand il y en a même, il est en panne. Et quand il n'est pas en panne, il manque un peu de carburant pour faire tourner le moteur. Un pays. Ceux qui me suivent, je pense que je n'ai pas encore posté ça sur Facebook. Ma visite à l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Institut de cardiologie d'Abidjan. Qui est au sein du CHU de Treichville. Un institut c'est un établissement qui rassemble tous les services concourant à la prise en charge d'une même pathologie. Par exemple, enfin, d'une même pathologie. Des pathologies d'un même système cardiovasculaire par exemple. Donc on consacre toutes les spécialités qui tournent autour de ça pour bien prendre en charge les malades cardiaques. Ou Fouette-Boigny, dans les années 60, peut-être 13, 14, je peux oublier la date.
donne son accord pour créer l'Institut de cardiologie d'Abidjan, sous la houlette de son médecin traitant de l'époque, le professeur Edmond Bertrand, français, cardiologue. Parce que lui n'aimait pas les avions, il ne faut pas trop qu'il voyage. Il y a eu la première greffe cardiaque faite par un Sud-Africain, Barnard, en Afrique du Sud. Il a envoyé quelques Ivoiriens là-bas pour aller apprendre. Il faut qu'on opère le cœur ici en Côte d'Ivoire. Vous voyez Paul Biya avoir ce genre de vision. Non, les grandes choses qu'on fait là-bas, il faut que nous aussi, que nous fassions ça ici chez nous. Voilà comment il a envoyé des Ivoiriens se former. Dans les années 70, à la création de l'Institut, en Côte d'Ivoire, on opérait le cœur. Dans les années 70. Quand est-ce qu'il y a eu une opération à cœur ouvert au Cameroun? Allez savoir. Et est-ce que c'est même réalisé de manière routinière par des Camerounais? Je ne parle pas des missions qui viennent de temps en temps. Houphouët-Boigny avait dit que chez lui, il doit avoir une autonomie sanitaire. Pendant ce temps, des décennies plus tard, Paul Biya est encore dans le gaspillage de l'argent public pour soigner des croulants à l'hôpital américain de Paris, à Genève, ou je ne sais pas trop où, bref, à l'étranger. Quand vous entendez qu'un vieillard là, ça ne va plus, il a disparu du Cameroun, il est en train de finir votre argent dans l'un des hôpitaux, ici en France, à Paris ou ailleurs. En 2024. Dans les années 70, beaucoup d'entre vous n'étaient pas nés. Dans les années 70, Houphouët-Boigny pensait déjà que, bonsoir ma co-chérie, septième du nom, pensait déjà qu'il faut qu'en Côte d'Ivoire, qu'il y ait tout. Et j'ai donc visité l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Quand vous voyez comment c'est constitué, ce qu'il y a là-bas, vous vous dites, bon Dieu, pourquoi nous sommes maudits? Pourquoi sommes-nous maudits? Vous êtes dans l'institut. Il y a comme équipement vous avez tout. Vous avez tout. Tout à l'intérieur. Les échographes, il faut faire les échographies cardiaques. Mais il y a peut-être, dans tout l'institut, il y a peut-être 12 appareils d'échographie cardiaque. Au moins 12. Ce qui serait même l'équivalent du parc en échographie cardiaque, en échographe, pour faire le cœur, de tous les hôpitaux publics du Cameroun. À quelque chose près. Seulement dans un hôpital d'Abidjan. Abidjan qui est en termes de superficie 10 fois Douala. C'est de ça qu'il s'agit. Donc quand le président de la République nous parle des discours, de comportement, de machin truc là, on est encore dans le mensonge d'État. C'est même une hostilité à la nation. Nous sommes tous aujourd'hui témoins de la détérioration progressive de ces valeurs dans notre société et malheureusement aussi parmi les jeunes. La dépravation des mœurs, les comportements inciviques et déviants, la violence, l'indiscipline,
la consommation de l'alcool et des stupéfiants, l'intolérance progresse dans notre société. Le milieu scolaire n'y échappe pas. Les réseaux sociaux, qui sont désormais le terrain d'expression favori des jeunes, sont dévoyés et deviennent le théâtre de toutes sortes d'extrémismes. Quel extrémisme? Est-ce qu'on peut être plus extrémiste que le présumé prédateur Bobda? Où tout passe en termes de dépravation. Et où on vous apprend que, en fait, c'est un réseau. Et quel réseau? Pas un réseau de petits frappeurs du dimanche du coin de la rue. Les autorités, qu'elles soient policières, la gendarmerie, militaire, politique, tout le monde y est. Donc c'est les en haut d'en haut. Si bien que on voit un homme protégé. Évidemment, moi je ne pourrais pas être péremptoire dans ce que je ne sais pas. Je ne sais pas exactement s'il a fait ça ou il n'a pas fait ça. Mais je m'en tiens simplement à son mode d'arrestation. Quand on regarde comment Bobda a été interpellé, on comprend que là, il y a anguille sous roche. Ce n'est pas un type simple qui a été arrêté. Parce que la clameur populaire a décidé les autorités à faire quelque chose. Mais on va l'interpeller à une heure interdite par la loi, en le filmant, deuxième infraction. Simplement pour donner matière à sa défense, de dire que vice de procédure et tout. Voilà, on le laisse. Et que on n'en parle pas. Le procureur de la République ou le commissaire du gouvernement, aucun communiqué, jamais de communiqué. Or, tout part quand même de la clameur populaire, de l'indignation citoyenne du peuple. Mais la République, elle est là pour le peuple. Hein? La République, c'est le peuple. Donc, les commis d'État ont le devoir d'informer le peuple. Sommes-nous informés? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est où? Comment? Qu'est-ce qui se passe? Quoi faire? Il dort où? Dans quelles conditions? Machin, tout là. On sait. Mais au fond, on sait. Puisque les gens qui viennent me l'interpeller, c'est les gens qui le connaissent. On a vu ça dans la vidéo. C'est les gens qui le connaissent, moi on le connaît, non, tu ne nous connais pas, machin, tout. Donc c'est entre eux. Vous pensez que le gars qui dit que tu me connais, machin, vous pensez qu'il n'a pas déjà eu à faire les 100 coups avec lui? Ou encore celui qui l'a envoyé, ou qui les a envoyés l'arrêter, que vous croyez que bah, lui-même c'est un saint. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a investi d'un pouvoir au Cameroun. Il a l'argent, il a le pouvoir. Il va laisser les petites. Il fait comment pour laisser les petites? Les bonnes petites qui sont là dehors, il fait comment? Puisqu'avant, c'est avant qu'on le nomme, c'était un villageois. C'est un villageois qui ne savait même pas comment on drague une petite. C'est un villageois. Mais comme les noms leur appartiennent, et tout, il sort du village, il se retrouve à l'ENAM. Il sort de l'ENAM, il est déjà peut-être sous-préfet ou je ne sais pas trop quoi. Il a déjà un peu d'argent, il a le pouvoir. C'est lui qui va laisser la petite. Vous entendez que quelqu'un se balade avec un pistolet, il menace les gens, machin, depuis des années, des décennies et tout. Il n'est pas couvert. Donc, Paul Biya nous parle de quoi là? Il parle de quoi? Je vous exhorte une fois de plus à une véritable prise de conscience en la matière. J'en appelle également aux parents et plus généralement à tous les éducateurs pour qu'ils assument pleinement leurs responsabilités. Malgré l'évolution inexorable des mentalités et des comportements, ils ne doivent pas baisser les bras et doivent continuer à éduquer et à encadrer notre jeunesse. Ils doivent continuer à inculquer à nos jeunes les valeurs nécessaires à un cheminement fructueux à travers les épreuves de la vie. Mes chers jeunes compatriotes,
La volonté croissante d'une frange de notre jeunesse d'émigrer vers d'autres cieux est de plus en plus préoccupante, surtout lorsqu'elle tourne à l'obsession et concerne même des personnes qui ont réussi localement leur insertion sociale. Certes, notre pays, comme bien d'autres dans le monde, connaît une conjoncture difficile. Cependant, la solution n'est pas toujours de s'en aller. Partir, oui, mais pas à n'importe quel prix. De plus, sachez que pendant que vous aspirez à partir, de nombreux étrangers essayent de s'installer au Cameroun, confirmant en cela qu'il s'agit d'une terre accueillante et d'un pays d'opportunité. En le disant, je ne perds pas de vue les aspirations légitimes qui sont les vôtres, ni les inquiétudes qui sont celles de tous les jeunes de votre génération, où qu'ils soient. Il est toutefois de mon devoir de vous rappeler, année après année, de faire attention aux mirages et aux dangers de l'émigration à tout prix. Ne perdez surtout pas de vue, les chers jeunes compatriotes, que vous êtes le présent et l'avenir du Cameroun. Vous avez la noble responsabilité de poursuivre avec foi et détermination l'œuvre exaltante de construction de cette nation forte et prospère. Vous savez que vous pouvez compter sur moi, en tout temps. Je sais aussi pouvoir compter sur vous. Vous l'avez prouvé dans le passé, vous le prouvez dans le présent, et je sais que vous le prouverez dans le futur. Grâce à votre vitalité, votre ingéniosité et votre maturité, vous pouvez contribuer efficacement à la construction de cet avenir radieux auquel aspire notre pays. Bonne fête de la jeunesse à toutes et à tous. Je vous remercie. Alors, M. Paul Biya, ou du moins ceux qui parlent pour lui, écrivent pour lui, demandent à la jeunesse de compter sur lui. Vous pouvez compter sur moi. Ça fait 42 ans que la jeunesse camerounaise compte sur leur président. Ça fait 42 ans. Ça fait 42 ans que chaque année, il vient faire des promesses fallacieuses à la jeunesse. Ça fait chaque année. Peuple camerounais, jeunesse camerounaise, vous savez que ce monsieur vous ment. Vous savez qu'il est incapable de vous apporter la moindre once de début, du commencement, du démarrage de la prospérité. Vous savez que depuis 42 ans, le Cameroun avance à reculons, pour ne pas dire recul. Et ce n'est pas à son âge qu'il va opérer un miracle. Il n'y aura pas de miracle au Cameroun. Chaque jour qui passe au Cameroun aujourd'hui, vous avez une histoire abracadabrantesque. Abracadabrantesque. Allez regarder le dictionnaire. Un mot qui a été popularisé par Jacques Chirac. C'est-à-dire une histoire à se renverser, à dormir debout, à une histoire qui n'existe que dans des conditions extrêmes particulières. C'est ça le Cameroun. Aujourd'hui, on nous a mis sur les réseaux, je dis aujourd'hui peut-être hier et tout, la vidéo d'un hôpital, l'hôpital Jameau, l'un des plus anciens hôpitaux du Cameroun. Hôpital Jameau. Le mot Jameau, vous savez, c'est un médecin français venu au Cameroun, spécialisé dans, je pense, les maladies psychiatriques, je pense, dans un hôpital, entre guillemets, de fous. L'hôpital Jameau. Mais qui aujourd'hui, je pense, est pluridisciplinaire. Et c'est un hôpital universitaire. C'est un hôpital qui accueille les étudiants en médecine. N'a pas d'électricité. C'est le témoin, quand même,
d'une mauvaise gouvernance. Pas simplement de l'hôpital, mais de la santé publique et du Cameroun. Allez me dire donc que les étudiants qui sont formés là-bas sont bien formés. Allez me dire ça. Moi, je me souviens, dans les années 2000, 2002, 2003, quand je suis rentré au Cameroun, j'ai travaillé dans une structure où bon, il y avait un pneumologue et où donc j'étais pas au courant du milieu de la pneumologie camerounaise et que là-bas à l'hôpital Jameau, il y avait quand même un professeur de pneumologie. Ce professeur n'avait jamais travaillé avec un certain type de matériel. De fibroscopie, bronchique avec bon, caméra et machin truc, un peu d'une génération convenable. Non. Les histoires de gaz, du sang et autres, c'est seulement la sorcellerie, même dans des structures hospitalières du Cameroun. À Douala, il y a une annexe de l'hôpital à Kintini, qu'on appelle le centre... j'ai oublié comment s'appelle ce centre-là, mais ils sont spécialisés dans la tuberculose et autres. Moi, j'ai été là-bas. Il y a des pneumologues là-bas, il y a des spécialistes. Mais allez voir l'équipement qu'ils ont. Vous avez au Cameroun des médecins formés, même parfois ailleurs, qui reviennent, mais qui travaillent dans des conditions où, au bout d'un moment, vous oubliez ce que vous avez appris. Vous oubliez ce que vous avez appris, je suis désolé. Quand on est dans la technicité et que vous ne pratiquez pas, vous oubliez. Donc, comment on peut former de bons médecins dans un hôpital qui ne sait pas soigner, qui n'a pas les moyens de soigner, qui subit des coupures d'électricité? Le nombre de cas où les gens font des opérations avec des torches. Le nombre de malades décédés pour dysfonctionnement de ce type-là. Comment jeunesse d'aujourd'hui, vous voulez me dire que ce président, il suffit simplement qu'il tape le poing sur la table, qu'il signe de vrais décrets pour qu'on envoie les gens en prison. Pas les prisons de maintenant là, mais les vraies prisons. Qui va encore voler? L'argent ne va pas couler à flot. Tous ceux qui ont volé de l'argent, on récupère ça. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est vrai que moi j'ai dit que quand on dit là que machin truc là, le seul qui peut redresser, le seul qui fait peur, machin truc c'est Camto, c'est de la foutaise. Vous prenez n'importe qui aime seulement un peu les bonnes choses, qui a vu comment ça se passe ailleurs. Vous lui donnez le Cameroun. En un mois, on voit le changement. Il suffit qu'on coupe le vol. C'est-à-dire que maintenant, on a attrapé quelqu'un qui a volé. On coupe son doigt. On coupe sa main. On s'en fout des histoires de que les droits de l'homme, machin. À un moment donné dans la vie, hein, il faut laisser les choses des blancs là. Il faut laisser ça. Parce que le mec qui vole l'argent public, qui vole jusqu'à ce n'est plus bon, ce n'est pas un doigt qu'il a coupé. C'est des vies entières qu'il a ôtées. Imaginez-vous ces malades à l'hôpital Jameau, hospitalisés pendant qu'il n'y a donc pas le carburant. On dit il n'y a pas de carburant, il n'y a pas de carburant pour alimenter le groupe électrogène. Parce que déjà, pourquoi il n'y a pas de carburant? Pourquoi il n'y a pas de groupe électrogène? Alors que normalement, il doit avoir l'électricité. Il n'y a pas d'électricité parce que Eneo, machin, tout ça. Parce qu'il y a des gens qui ont volé l'argent public partout, font que voler, sont des richards. Ils ont volé. Et ils ont tué combien? Le pays a tué ma mère. Hein.
Ma mère est morte d'un Covid qui était tellement léger quand elle est arrivée à l'hôpital. C'était même un peu par précaution. Mais elle s'est dégradée, il n'y avait pas d'oxygène, machin truc, dans un hôpital public, hôpital de référence. Hôpital de référence, la mère d'un professeur de médecine. J'ai été obligé de commander, d'aller demander à mon ami, Bruno Tengam, pneumologue, dans sa structure à Unapiso. Est-ce que tu peux, le masque à haute concentration, donc il fallait me prendre l'équipement et tout. J'envoie quelqu'un aller chercher ça là-bas, le temps de revenir. Mais le temps de partir, revenir et tout, là, déjà que moi, quand on m'appelle que maman m'achète, elle est en souffrance pour hypoxémie. Je ne parle même pas des autres drogues qu'il faut administrer pour essayer de contenir le virus. Quand on ramène même ça, vous avez des infirmières qui ne sont pas habituées à ça. Elles ne sont pas habituées à voir des choses qu'elles n'ont jamais vues dans un hôpital de référence, l'hôpital de Manaouda Malachi. Donc, pour installer même le masque à ma mère, vous sentez que c'est un peu compliqué. C'est dégradé. J'ai été obligé de l'enlever de là, avec une saturation qui était au bas de pâquerette. La transporter dans un centre privé. Il faut même attendre que l'ambulance vienne. Parce que l'ambulance de l'hôpital n'a rien. L'ambulance de l'hôpital n'a rien. Donc, c'est une ambulance privée que vous avez des petits qui doivent venir, qui vont partir. Vous êtes que les choses qui relèvent de la folie. Des choses qui relèvent de la folie. Quand vous voyez des personnes comme moi, outrées, scandalisées, frisant même parfois l'impertinence. Comment vous ne pouvez pas être impertinent vis-à-vis d'un chef d'État qui doit d'abord se respecter, qui ne se respecte même pas et qui ne nous respecte pas? Parce que nous, le peuple, nous sommes les patrons du chef de l'État. Le chef de l'État, c'est un employé du peuple. Un chef d'État, c'est un employé de son peuple qui rend compte au peuple. Le peuple qui lui donne son onction, on te dit que bon, toi, bon, oui, on te donne là pour diriger, pour coordonner nos choses, pour coordonner. Il doit coordonner et il doit rendre compte. Mais, dans un faux pays comme le Cameroun et dans tous les pays de dictature, les employés sont devenus des rois qui ont le droit de vie ou de mort sur leur patron. Que nous sommes. Et donc vous voulez me dire que dans un pays où l'hôpital n'a plus pour vocation pour soigner, mais tuer la population. L'hôpital camerounais a pour vocation de tuer la population. Puisque ma mère, je la prends de chez moi par précaution, je dis que bon, on va quand même à l'hôpital parce que pour surveiller, machin, truc. Vous arrivez dans une structure où vous avez confiance. Bon, là-bas et tout, là, on va la surveiller et tout. Mais son état s'aggrave. Son état s'aggrave. Et vous la laissez là parce que vous pensez que bon, elle est quand même dans une structure. Alors que la structure n'a rien. Il n'y a rien. Là, vous entendez seulement que réanimation de l'hôpital de référence qui dans le bilan de on va dire que ben, il a construit 20 hôpitaux généraux, 20 de référence, machin, tout ça de la fémania. Fémania des incompétents et méchants. Vous amenez là-bas, vous faites confiance aux gens. Les médecins eux-mêmes qui font aussi leur part de fémania, ils ne vont pas vous dire que mon frère, comme tu vois là, moi-même déjà, je ne sais pas faire ceci là, il n'y a même pas ceci, il n'y a pas ceci, on est là, on est tout. Mais vous voyez l'argent que vous dépensez. L'argent que vous dépensez, c'est souvent la sorcellerie. Moi, médecin de mon état, enseignant d'étudiants. J'ai vu ma mère dans un état, tu es obligé de la sortir de là en catastrophe.
Or, Beta, on nous dit une fois pour bien dire que mes fils, vraiment, je n'ai pas pu, bon, comme vous savez que moi je me soignais, moi en Suisse là, bon, donc je me soignais là-bas, mais mes conseillers m'ont menti, en fait, ils m'ont dit que au Cameroun aussi là, on soigne comme les Blancs soignent en Suisse. Bon, comme moi quand même, vous savez que je ne peux pas quand même dormir dans les mêmes hôpitaux que vous, parce que bon, moi c'est quand même un vrai Bantou, le chef Bantou, ne peut pas dormir là où c'est les administrés dorment et tout. C'est pour ça que moi, je partais moi en Suisse, mais je savais que j'ai tout mis là-bas. Oh, le ça. Il a fallu nous dire que non, bon, vous savez, bon, vous savez comment je suis pas, je vous aime pas trop, je suis méchant, donc je prends tout pour moi, bon, je vous donne, bon, vous savez qu'il n'y a rien, hein, il n'y a rien là-bas, bon. Celui qui part là-bas, c'est son problème. Je vous conseille même de ne pas partir là-bas. Allez même un peu vous débrouiller là où, chez les privés là, qui sont débrouillés à avoir leur structure, qui sont meilleurs que mes hôpitaux de référence, mes hôpitaux, c'est même là qu'on on vous enseigne, on enseigne ceux qui vont vous soigner. Bon, il n'y a rien là-bas, mais c'est pas, bon, c'est-à-dire que vous savez que bon, c'est le Cameroun, dis donc, débrouillez-vous comme ça là. Si vous voulez ne me voter même pas, mais c'est pas grave parce que le jour de l'élection là, il va tout tricher là. Bon, vous savez que c'est moi qui j'ai les Cameroun, j'ai les sous-préfets, j'ai les préfets et tout ça là. Donc moi je m'en fous de vous. Mais bêta, faut bien nous dire ça. Qui nous sort ce discours. Au moins, on sait que il n'y a rien là-bas. Donc, vous n'allez plus transporter vos malades dans les hôpitaux Jamo, l'hôpital gynéco de Yaoundé ou de, je ne sais pas tout d'ailleurs. Bête, on sait ça. Parce que c'est une perte de temps et d'argent. Et quand ça devient déjà Kabangondo, que ça ne va plus, vous maintenant, vous prenez la personne de là, vous partez dans le privé, vous n'avez plus l'argent. Et dans le privé aussi, bon, ils prennent leur part là-bas, ils font quand même un peu mieux, mais bon, comme c'est tard, l'enfant meurt, la personne meurt. C'est comme ça que ma mère est morte. Hein. Ma mère est morte à cause de Paul Biamandao d'Amalachi et consort. Hein. Parce que c'est des fémans qui vous mentent. Il n'y a rien. L'histoire de couverture santé universelle, c'est de la fémania. Il n'y a rien là-dedans. Il n'y aura rien. Vous n'aurez rien. Vous n'aurez pas de couverture santé universelle au Cameroun. C'est du pipeau. Il n'y a rien. Sachez que vous allez mourir. Peuple camerounais, vous allez mourir. Vous n'avez encore rien vu. Le pire est à venir. Le pire est à venir au Cameroun. Chaque jour qui passe au Cameroun, c'est la sorcellerie qu'on voit. Et donc, peuple, je ne peux pas vous parler. Il faut être dans le concret. Le concret, c'est quoi? Laissez-nous les histoires de que machin truc, il est intelligent, il parle bien. Quand on entend Cabral parler, je vois son dernier interview là qui a enfoncé. Le petit là où j'entends les gens commencer à dire que liberté, et puis machin truc là, et puis mes coupes. Liberté de quoi? On gère les choses des en haut d'en haut. Nous sommes le peuple, nous sommes les en bas d'en bas. On gère notre malheur. On essaie de trouver les solutions à notre malheur. Les en haut d'en haut là-bas, c'est leur problème. Ils vont se bouffer entre eux. Ça va être seulement la sorcellerie. Non, on va être observé. Hein. Voilà. Quand je vois les Harold Ketch, on ne sait même pas où, dans quoi ils sont là. Harold Ketch, ils nous statuent maintenant nos murs avec les Free Bidjang, machin, truc et tout ça. Harold Ketch, au Calga, hein. Au Calga. Bipez-moi Harold Ketch là. Comment? Je suis même là, je te fais un honneur, j'utilise ton mot là, la terre est sale. Hein? Hein? Si elle invite. J'utilise ça, tu n'es pas content et tu viens m'énerver avec tes histoires de que Free Bidjang, machin, tout là. Bidjang. On a soldé l'affaire Brian Fombo.
On a soldé l'affaire Martinez-Ogo. Pour venir dire maintenant que Frère Bidjang, machin, tout là. Comment? Donc, laissez-moi les histoires que, oh, il est brillant, oh, il parle bien, ou bien l'autre, c'est vraiment, c'est le seul, c'est le président élu, c'est lui qui était le premier en 2018. Je suis désolé, dans un pays comme le Cameroun, avec tout ce que nous voyons là, tous les jours, il y a quelque chose. Celui qui dit que je suis président d'un parti, je vais être président demain. Sachez une chose, au Cameroun, aujourd'hui, aucun futur président, le président de demain, qui est en 2025, va prendre la décision du Cameroun. Ce n'est pas un président qui boit le champagne chez lui, regarde la télé. Et après, il va venir chanter les sérénades et puis on lui donne le truc là. Non. C'est un président qui, là, aujourd'hui, se dit que, bon, moi, il va faire la prison. Jusqu'à sortir de là pour aller au perchoir. Je dois faire la prison. Les choses qu'on dit là que je veux voir mes enfants grandir. Un homme politique digne de ce nom ne peut pas avoir l'expression « je dois voir mes enfants grandir ». Kabwa Libi, tu m'entends? Kamto, tu m'entends? Joshua Oshi, tu m'entends? Nietzsche, tu m'entends? Et consort. Tous ces gens-là. Sambaka, tu m'entends? Il y a encore qui là? Ces gens-là. Je suis désolé. Vous ne pouvez plus être chez vous à pondre vos petits communiqués à la con qui ne servent à rien. Et les fanatiques vous suivent dans vos réseaux à dire que c'est le meilleur, c'est lui. Non. Le Cameroun d'aujourd'hui, les gens doivent sortir. Sortir pour marcher. Les leaders là, vous devez être dehors. Pour marcher que on veut des élections anticipées. Vous devez marcher. Quand tu sors de chez toi, appelle les gens. Les autres, appelez les gens. Pour marcher. Que trop, c'est bon. Là, on t'a donné, ou tu as pris un mandat de 7 ans encore. Déjà, c'est que ces histoires-là, mandat 7 ans. C'est quoi cette fémania-là? On veut élection anticipée. On est dans un stade où les hôpitaux n'ont même plus le courant. Délestage dans un hôpital, vous avez entendu ça? Hein? Délestage dans un hôpital. Pas d'ambulance. Un bébé. On voit un bébé mourir en mondovision. Parce que mais il n'y a pas de médecin. On ne voit personne. On ne voit pas les gens accourir et tout ça là. On voit une jeune fille qui vient là, qui fait comme si elle aussi. Tout ça. Donc c'est qu'on n'est pas. Non. Non. S'il te plaît, monsieur Paul Biya. Arrête-nous tes discours là. On n'en a plus rien à cirer. Tout ça c'est de la connerie. Nous on sait que c'est ton épouse qui dirige le pays. On ne veut pas un pays dirigé par une serveuse. Une ancienne serveuse, on ne veut pas. Donc, je dis à M. Maurice Kamto, à M. Kabwa Libi, à tous les hommes qui se disent, c'est bien facile de dire que moi je suis candidat, je vais un peu même mes anciens étudiants là, il y a un homme politique, il veut faire la politique, je ne sais pas trop, c'est pour la mangeoire, simplement qui veut, ou c'est quoi et tout ça là. Allez, sortez. Ça doit commencer par vous, vous voulez être président, non? Vous pouvez pas être président
dans un pays aussi délabré, en venant là comme si c'était une élection en Suède. Non. Mais attendez, vous voulez qu'on arrive à quel stade? Puisque vous savez tous les Camerounais savent qu'à ce stade-ci, où on est là, l'histoire de 2025 là, imaginez la situation dans laquelle le Cameroun sera en 2025, au moment de l'élection, de maintenant à maintenant là. Remarquez le nombre de Camerounais qui vont mourir pour mauvaise gouvernance. Les accidents de route, les délestages, le choléra, les machins trucs et les autres catastrophes à venir. Non, Paul Biya, tu nous as trop menti. Et vous voyez, quand je dis ça, je suis un démocrate. Je ne suis pas en train de dire aux militaires, faites le travail. Finissez le boulot. Je ne dis pas ça. Je ne peux pas dire ça parce que je ne peux pas souhaiter ça pour mon pays. Donc, je suis en train... Parce que les gens vont... Je connais déjà les attaquants, ils ont déjà... Allez, bon, lui aussi, maintenant, il y a maintenant la liste noire. On va l'attraper. C'est votre problème. Tant que nous sommes dans... Enfin... Tant que je suis du bon côté de l'histoire, je n'ai pas peur. Mais je ne veux pas me jeter à votre gueule. Je sais que si j'arrive là-bas, vous allez m'attraper. Mais je n'ai pas peur de vous dire que vous êtes dangereux pour le Cameroun. Parce que vous êtes des incompétents et méchants. Et on ne doit plus vous laisser le pouvoir. On doit vous arracher le pouvoir. Mais démocratiquement. Ça commence par constater l'échec d'un système. Et on dit, on veut les élections anticipées. On veut les élections anticipées. On veut les élections anticipées. Paul Biya n'en est plus capable. Les Algériens ont fait ça. Et ça passe, chez nous, ça doit passer par les hommes politiques. Je suis désolé. Si vous êtes sérieux là, vous vous réunissez, vous tous là, les vrais hommes politiques, avec votre staff. Vous sortez là, vous dites que marché là, le peuple va sortir. Atanga ne peut rien faire. Il faut qu'on arrête ça. Atanga ne fera rien. Et le fait même qu'ils attrapent maintenant les gens n'importe comment ils parlent là, c'est la peur. Hein? C'est la peur. Ils ont peur. Et ils savent que ça ne va pas. Mais ils savent aussi une chose. C'est que de toutes les façons, ça va aller de mal en pire. Hein? Ce n'est pas compliqué. Ça va aller de mal en pire. Donc les faux discours là, eux-mêmes, ils vont se fatiguer de faire des discours pour expliquer encore quoi aujourd'hui. Bon, on va encore dire quoi aujourd'hui. Comment on va leur expliquer ça aujourd'hui? Donc voilà. Ça, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, parce que, bon, voilà, on ne peut pas, et tout tourne toujours autour de mon domaine. C'est dû les catastrophes sanitaires. Voilà. Donc, les hommes politiques, faites votre travail. Faites votre travail. Cessez d'être sur les plateaux télé ou sur vos pages officielles et tout. Appelez le peuple à exiger une élection anticipée au Cameroun. Le Cameroun est un stade où on ne peut pas dire que là, on va attendre presque 2 ans. Ou dans 1 an et demi. Non, ça va trop vite au Cameroun. La situation ne tient plus. Il n'y a que le changement radical de la tête qui va sauver le Cameroun, comme le changement à la tête des éléphants de Côte d'Ivoire a sauvé la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas se tromper, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut changer quelque chose. Et là, il faut changer Paul Biya. Il faut changer Paul Biya. Il
faut qu'on arrête de tourner autour. Il faut changer Paul Biya. Puisque dès qu'on change Paul Biya, les gens que les Ngamnou, Djoumessi, les Manaouda Malachi, les femmes nous tous, ils vont se retrouver, comment ils appellent le coin là? Ils vont aller rejoindre leur camarade là-bas, non? En prison. C'est tout. Il faut seulement changer Paul Biya. Et pour changer Paul Biya, comme nous on ne veut pas faire comme au Gabon et tout, là, coup d'État, parce que déjà, nos militaires là, vous voyez, quand on va là avec les gros ventres, ils font que danser. Ils font que danser. Donc on ne peut pas compter sur eux. Et puis, peut-être même que c'est tant mieux. Nous, on doit opérer démocratiquement. On lance, s'il veut, là, qui lance référendum. Qui lance référendum, qui veut élection anticipée ou pas. Vous allez voir ce qui va se passer, non? Voilà, on va à l'élection. On n'est plus à dire que 2025, le chiffre 2025, il faut que les Camerounais enlèvent ça de leur langage. Que 2025, il n'y a pas de 2025, 2024. Élection anticipée en 2024. Évidemment, les histoires de candidature de Paul Biya là, ils nous oublient ça. S'ils veulent qu'ils choisissent leur, parce que c'est un parti, voilà, qu'ils choisissent leur machin truc là, qu'ils choisissent tout là. Mais on remet tout à plat, l'histoire de les Kamla tout ça là, il faut ça là, il faut qu'on laisse que la constitution, non, on change la constitution. On change la constitution parce qu'on est dans une situation de crise. On change la constitution. On revoit le code électoral. Là, rapidement, on change, on dit il faut sauver le peuple. Il faut sauver le peuple parce que le Cameroun est en train de brûler. Ok, les gars? Bon, il y a beaucoup bavardé. Hein? Tout ça, vous me donnez un peu à boire. Allez. Merci à vous tous, mes amis de TikTok. Waouh! Pour une fois, Facebook. TikTok. J'ai 81 personnes en direct. Facebook, 32. Mais quand je ne fais pas le Japa, les gens n'écoutent pas. Mais vous qui êtes là, je vous remercie beaucoup. Ensemble, nous allons construire ce pays. Ok les amis. Bon, je vous dis. Quand Guylaine sur TikTok me demande donc la Côte d'Ivoire est mieux que le Cameroun. Bon, je sais que tu poses la question juste parce que tu veux un peu. C'est une façon de me dire que je suis là, je prends mon temps pour t'écouter. Je t'en remercie. Maintenant, je crois que tu n'as pas besoin de moi pour savoir quelle est la réponse juste. Ok. À très bientôt tout le monde. Ciao, ciao. Je n'ai pas le temps de répondre sur la terre et ça est de Aline Zomo. Ben. Ah bon? Erim Bouffe me dit l'expression la terre est sale est de Aline Zomo. Mbem et non d'Harold Ketch. Ah bon? Bah, je suis désolé. J'ai pensé que c'était Harold Ketch parce qu'il utilise beaucoup ça. Mais maintenant, j'ai une autre expression là. Qui est l'expression de l'Amazon de la résistance. C'est ça qui est ça. Ah oui, hein? C'est ça qui est ça. Il faut les élections cette année-ci là. Paul Biya, il ne peut plus rien. Lui et ces gens-là, non, c'est des incompétents. Et si vous continuez, si on laisse ça là, voilà. Et puis donc, les hommes politiques là, qu'ils arrêtent de nous dire que homme politique, un homme politique. Mais Abdoulaye Wade a fait la prison, non? Gbagbo n'a pas fait la prison. Mandela n'a pas fait la prison. Maintenant, vous avez dit que bon, Kapto aussi a fait sa part de prison. Mais il faut que la situation ne fait que s'empirer. La situation ne fait que s'empirer. Ben, d'ici peut-être à 2025, tout le monde sera déjà mort. Donc, il va être président de quel pays?
des morts. Non, ils doivent constater la vacance du pouvoir par voie de fait. Là, c'est pas possible qu'un pays comme le Cameroun soit aussi incapable d'offrir le minimum vital. Et d'ailleurs, devient même plutôt un danger. Non, c'est ça qui est ça. Ok, bon, je suis fatigué. Allez, ciao, bye bye.